l'avion n'est pas pensé pour être un moyen d'intervention primaire, donc il n'est pas là pour remplacer les Dash, il n'est pas là pour remplacer les Canadair, il est là pour venir en renfort au cas où la situation deviendrait très difficile. Debout là-dedans. Bienvenue sur Lâcher Solo à nouveau, après une petite semaine d'interruption. Pour les nouveaux, je suis Frédéric Marsali, journaliste aéronautique sur Aérobuzz, et pendant une heure, on va parler bizarrement d'aviation, et puis on va parler d'un événement qui s'est passé ces derniers jours et dont on a déjà discuté sur le chat. Bon, oui, alors il y avait beaucoup d'actualités ces derniers temps, et on va faire une spéciale un petit peu à 400M, parce qu'évidemment, je pense que vous avez suivi ce qui s'est passé à Nîmes ces derniers jours. On va y revenir en détail, on va reprendre aussi le programme dans le bon sens, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites, et souvent de travers par des gens qui croient connaître le sujet, qui en fait ne le font que le survoler de temps en temps l'été, qui connaissent qu'une petite partie du problème. Donc on va revenir un petit peu là-dessus, remettre un petit peu les choses en place. Voilà, bon, on est parti. Voilà, bah écoutez, les choses sont simples. Début avril, donc la 400M espagnole de Airbus Defence and Space a fait une campagne alors comment on pourrait dire, d'expérimentation à Nîmes au profit de, vous allez voir, c'est pas si évident que ça, et en tout cas, une chose est certaine, ce n'était pas pour la sécurité civile, même si la sécurité civile était aux premières loges. Alors ça n'a pas été une information surprenante pour nous, en tout cas pour moi et Franck, puisqu'on était présent à l'AFF à Bordeaux, donc fin mars, et en discutant avec les gens de Airbus Space, Defence and Space pendant le congrès, on nous a glissé à l'oreille qu'une campagne pouvait avoir lieu, et puis de fil en aiguille, on a très vite compris que ça allait se passer à Nîmes, et que ça allait se passer juste après la mi-avril. Donc en gros, quand les copains ont commencé à me signaler, dis donc, il y a un mouvement bizarre d'un A400M qui se dirige vers Nîmes, bon, il n'y a pas eu vraiment de surprise. La surprise, si, il y a quand même une surprise, c'est l'ampleur du test. Moi, je pensais qu'ils allaient faire 2 ou 3 jours, mais en fait, ils sont restés 15 jours, et ils ont fait une douzaine au moins de largages sur la base, ce qui est quand même une campagne d'essai assez intense, assez sérieuse, et vraiment intéressante. Alors, merci aux spotters qui ont envoyé des photos, parce que, et on nous avait prévenu aussi, il n'y avait pas de journée presse prévue. Ce sont des essais d'une entreprise. Vous n'avez pas envie d'avoir les journalistes sur le dos, mais que ce soit les journalistes spécialisés ou même la presse locale, il n'y a pas eu d'invitation, il n'y a pas eu d'accès sur la base. Donc, merci aux spotters pour avoir documenté l'expérimentation avec talent. Là, à l'écran, vous avez une photo qui a été faite par Enzo, Air Aviation, qui m'a noyé de photos pendant les 15 jours, mais je ne me suis pas débattu. Vous verrez, il y a des photos d'Alex, copain marseillais aussi, qui m'a envoyé des documents. Oui, voilà, pendant 15 jours, à Nîmes, la 400M équipée de la soute de feu de forêt a tourné et a fait des expérimentations. Et cette fois-ci, c'est pas des expérimentations, c'est pas des démos. Derrière, il y a toute une démarche scientifique que je vais vous expliquer, qui vont sans doute permettre de parler du système de façon un tout petit peu plus sérieuse que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. J'ai juste peur que les données qui ont été recueillies ne soient pas diffusées avant un moment. Mais on aura des rumeurs, et puis on va vite voir si une certification du STC va se faire rapidement ou pas, et si l'avion pourra être essayé, testé sur feu cet été, parce que là, on est quand même à la 4e campagne de test. À un moment, il va falloir larguer vraiment sur feu, et ça, ce sera le point de départ d'une aventure, ou alors peut-être la fin, parce que puis on s'aperçoit que ça marche pas. Mais bon, alors un petit rappel de ce système et de ce concept. Donc c'est au moins la 4e campagne d'essai. La première a eu lieu avec un système qui était expérimental, avec 2 buses, comme on le voit sur l'image qui est à l'écran, une ouverture manuelle. Ça a eu lieu donc en Espagne en début juillet 2022. Et alors évidemment, vu la situation des feux en 2022, ça a fait beaucoup parler. À juste titre, sans doute. Premiers essais à l'eau, évidemment, pour des histoires de coûts.
ça laissait présager pas mal d'espoir, sauf pour des gens comme moi qui, moi, les épandages comme ça me plaît pas des masses. Deuxième campagne en décembre 2023, cette fois-ci avec sans doute le même réservoir, mais avec cette fois-ci une buse. Alors ça, c'est le prototype avec les 2 buses. Ça, c'est un extrait d'une vidéo d'Airbus. Il montre la soute, 20 000 litres, et les deux sorties. Et aujourd'hui, on est avec un avion qui est équipé toujours donc de la même soute de 20 000 litres, mais avec une buse unique, ce qui a notamment et singulièrement amélioré le débit. C'est-à-dire qu'on est passé d'un largage de 20 tonnes en 20 secondes à un largage de 20 tonnes en une douzaine de secondes. C'est pas négligeable, c'est une vraie amélioration. Est-ce qu'elle est décisive? Ça, j'ai pas encore l'info, mais c'est une vraie amélioration. J'en sais qui nous dit, comme dit le dicton, qui ne tente rien n'a rien, même si c'est un échec, au moins ils ont tenté quelque chose. C'est tout à fait juste. Ils ont un avion, ils avaient l'idée de le faire, ils tentent le truc, ils essayent, ils peuvent aboutir à quelque chose qui marchera. Le problème, c'est que le concept nécessite de ne pas modifier l'avion, et donc on largue par la soute, par l'arrière, et on sait que ces largages-là sont très limités techniquement. Quand ça a été présenté la première fois en juillet 2022, alors c'était pas spécialement, je les ai relus, c'était pas spécialement dans les communiqués de presse d'Airbus que ça a posé problème, et c'est dans les interprétations de certains médias. Il y a des gens qui nous ont quand même parlé d'Airbus A400M qui se poseraient sur les plages ou les attendraient des conteneurs qu'on aurait remplis dans la mer et qui n'auraient plus qu'à pousser dans l'avion. Alors là, je ne sais pas si vous voyez le concept de poser un avion sur une plage au mois de juillet en Espagne. Je vous laisse deviner ce que ça pourrait donner. Et puis, manipuler un conteneur contenant 20 000 litres sur du sable, un truc de 20 tonnes sur du sable, il faut, je sais pas, des véhicules chenillés. Bon, ça tombe bien, on ne sait pas trop quoi faire de nos Charles Leclerc. Alors, se poser sur une plage, les A400M peuvent le faire. Les Anglais l'ont fait régulièrement sur des plages parce que ça fait partie de leur routine à eux. Et des A400M qui se posent sur des plages, ça s'est vu. Mais il faut que le sable soit bien costaud. Avoir des pompes et remplir d'eau de mer à cet endroit-là, ok, pourquoi pas. Mais je trouve le concept là tel qu'il a été annoncé, je ne sais pas par qui, parce que visiblement, c'est pas quelque chose qui vient d'Airbus. En tout cas, c'est l'information qu'on nous a donnée à Bordeaux. Mais là, c'est capillotracté un max. Après, remplacer les Canadair, on nous a dit, mais c'est un non-sens total, dans le sens où ça ne fonctionne pas comme un Canadair, ça n'a pas les largages d'un Canadair, ça n'a pas la productivité d'un Canadair, puisque ça ne fait pas de rotation rapide entre un point d'eau et un feu. Non, c'est un appareil qui éventuellement se positionne de façon un peu plus stratégique en renfort, oui, à l'instar de ce qui se fait par exemple aux États-Unis avec les MAFS, qui sont activés quand tous les autres moyens sont débordés. Là, on peut avoir quelque chose qui ressemble à un concept, oui, mais ça ne va pas se faire de la même manière. Donc, troisième campagne en décembre 2024. À Bordeaux, au mois de mars dernier, donc signature d'une lettre d'intérêt par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, donc l'organisme, c'était par M. Julien Marion, qui est donc le directeur de la DGSCGC. C'est la sécurité civile, tout simplement. C'est une lettre d'intérêt. C'est quelque chose qui a, à mon sens, un intérêt qui est plus protocolaire qu'opérationnel. Vous avez faut être un petit peu familier avec ces histoires. C'est du business en fait. Vous avez un certain nombre de types de lettres, consignes, et qui servent surtout éventuellement à calmer des banques ou à faire du média. Vous avez les lettres d'intérêt, vous avez les lettres d'intention d'achat. Mais celle qui compte vraiment, c'est la lettre qui accompagne la signature d'un contrat d'achat ou de vente. Là, on est dans la lettre d'intérêt qui est vraiment, je pense, le niveau le plus bas. C'est-à-dire que oui, bonjour, nous avons vu votre expérimentation. Ce produit nous intéresse potentiellement. Envoyez-nous la brochure. En gros, c'est ça une lettre d'intérêt. C'est envoyez-nous la doc. Et on en discute. Mais c'est vraiment la base du début d'une éventuelle négociation. Et une lettre d'intention, une lettre d'intérêt n'engage pas. Ce qui engage, c'est la signature d'un contrat, parce qu'au moment de la signature du contrat d'achat, il y a versement d'argent, les ARS,
enfin les avances, ce qui fait que bah, là, ça change tout. Par contre, une société, bon, Airbus, ils n'ont pas besoin de ça trop pour convaincre les banques en ce moment, mais une start-up qui proposerait quelque chose comme ça pourrait aller voir une banque en disant, voilà, on a un certain nombre de lettres d'intérêt ou d'intention d'achat. Alors, la lettre d'intention d'achat, c'est quelque chose qui signifierait, bon, si votre truc marche, oui, on pourrait éventuellement vous en acheter. Vous pouvez compter sur notre clientèle si le truc marche. Voilà, vous avez différents niveaux qui sont intéressants à connaître. Et en fait, c'est subtil sans lettre, mais avec une lettre d'intention d'achat, avec des clients potentiels, vous pouvez aller voir une banque en disant, voilà, notre startup, elle peut continuer. Visiblement, notre produit intéresse du monde. Voilà, aujourd'hui, la buse unique, la forme qu'elle a, ça, je pense que c'est une de tes photos, Enzo. On voit là, elle est à l'arrière, et c'est une grosse buse unique qui a permis quand même pas mal d'augmenter le débit, de réduire le temps de largage. En fait, le projet Airbus A400M bombardé d'eau, c'est pas une innovation purement Airbus. Il y a eu déjà au moins 2 avant-projets qui n'ont pas abouti. Par exemple, là, je vous donne, ça c'est un communiqué de presse qu'on avait reçu donc en 2021. Société AK, la société AK, c'est un prestataire aéronautique, un industriel aéronautique qui n'est pas un constructeur d'avions, mais un modificateur d'avions. C'est un bureau d'études indépendant et qui avait commencé à plancher sur des solutions d'adaptation de l'A400M et d'autres avions, puisque là, il est question du C235 et des C295, donc des CASA. Il s'était attelé à trouver une solution, mais comme FMC l'avait fait pour le MAFS dans les années 70 aux États-Unis, de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme système pour faire que l'A400M et les autres avions puissent être utilisables dans une certaine mesure pour lutter contre les feux de forêt. Et donc en 2021, AK avait publié un communiqué de presse en disant on est en train de bosser dessus, on a une solution qui pourrait être plug and play, qui consiste en 2 réservoirs d'eau de 10 tonnes, donc on est à 20 tonnes, transportable par n'importe quel véhicule de transport, installation se fait à l'aide de treuil et par la rampe arrière, et ainsi de suite. Avec un certain nombre de déclarations. Bon, voilà, communiqué de presse de 2021 qu'on avait relayé sur Aérobuzz. Mais ce n'était pas les seuls, puisque à une autre époque, et ça c'est un autre document qui vient d'une société qui s'appelle Simplex. Simplex est un constructeur de soutes et de Bambi bucket, enfin comment on appelle ça, de réservoirs ventraux pour des hélicoptères bombardiers d'eau. Simplex est une grosse boîte américaine. Et eux avaient aussi commencé à plancher sur un système qui pourrait s'installer à bord d'un A400M, et eux étaient partis sur une soute amovible également, mais de 9500 gallons, c'est-à-dire environ 36 000 litres, avec, comme vous l'avez sur le document, une évacuation par les portes latérales, par 2 buses en S coudées, et ils espéraient pouvoir vider l'avion en une dizaine de secondes. Et donc là, avec un débit plus élevé que ce que le projet Airbus a en ce moment, puisque là on est 36 000 litres sur 10 secondes. La densité au sol serait sans doute meilleure, mais le concept est resté à l'état de concept. Là on a quand même des vues 3D qui sont sans doute des vues CATIA, donc c'est sans doute des travaux d'ingénierie préalables. Simplement ils n'ont pas eu le contrat, ils n'ont pas eu de clients intéressés, ou alors ils se sont fait griller la priorité par Airbus. Ça, c'est un autre problème, mais il y a des sociétés qui y travaillaient. Je me souviens aussi d'une université australienne qui avait bossé sur un concept assez équivalent pour équiper des C-17, donc avion encore un petit peu plus gros. Et l'idée était, alors ils étaient allés loin dans le délire, parce que non seulement le C-17 aurait été bombardier d'eau ou de retardant, mais ils en étaient allés jusqu'à étudier la façon dont on pourrait ravitailler en retardant le C-17 en vol. Et là, pareil, dans le genre fausse bonne idée, bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais ça fait aussi partie des fausses bonnes idées. Ravitailler un avion au retardant, ça veut dire envoyer un deuxième avion chargé de retardant. Ça veut dire que tu as rempli un avion pour un autre. Bon, autant faire larguer le premier, puis on n'en parle plus, quoi. Voilà, il faut faire simple. Des fois, il n'y a pas d'impératif. Enfin, pour le carburant, c'est une chose. On pourrait avoir des avions qui pourraient opérer pendant 10 heures. Ok, très bien. Mais pour le retardant, tu te poses, même des fois tu coupes les moteurs, tu manges un sandwich et tu bois un verre d'eau. Pour les pilotes, c'est quand même plus confortable.
Félix Garcia, peut-être que les hydrogels jusqu'à 99% d'eau pourraient conserver leur cohérence durant la chute et permettre un largage et distance de sécurité. C'est aussi le principe du retardant. Le retardant, il est plus poisseux que l'eau, et c'est pour ça qu'il reste collé aux végétations. Et donc c'est cette idée-là qui peut fonctionner sur un épandage de retardant en amont du feu. On sait très bien que l'efficacité du largage du Canadair, c'est il y a l'effet de choc qui arrive et qui bouleverse tout l'équilibre entre l'oxygène, le combustible et la chaleur. Tout ça est perturbé pendant l'impact et donc ça participe à l'extinction du feu. Si tu utilises du retardant, tu protèges la végétation, tu mets une couche, une barrière qui fait que la chaleur augmente et derrière la combustion ne se fait pas finalement, ou se fait à une température beaucoup plus élevée qu'à l'état naturel. Donc ça permet de gagner du temps. Et l'hydrogel, tous ces systèmes-là, la chaleur arrive, elle évapore l'eau, il reste le produit actif qui protège la végétation, qui l'empêche de s'embraser tout de suite, qui retarde l'inflammation, et donc à ce moment-là, on gagne du temps. Mais c'est pas... c'est ça le principe. Donc sur des avions épandeurs, oui, il faut travailler au retardant. Alors voilà, c'était donc le projet Airbus, c'est pas le premier à porter sur l'A400M, mais c'est Airbus qui est allé au bout. Alors la question pourquoi Airbus est allé au bout, visiblement, alors pour être très clair, Airbus ne parle pas de ce sujet-là, autrement que par communiqué de presse, mais les gens ne parlent pas et l'histoire du projet est assez floue. De ce que j'ai pu réussir à reconstituer, ça vient quand même d'une demande de l'Espagne. L'Espagne avait commandé un certain nombre d'A400M pour son usage, mais comme beaucoup, ils ont beaucoup réduit leur commande. Ils avaient commandé des A400M, ils étaient un peu obligés d'en commander un certain nombre, puisque l'A400M, ils ont quand même eu le fait de l'assembler sur leur territoire à Séville. Donc à partir du moment où l'avion est assemblé chez toi, que tu as du taf de la part d'Airbus, la moindre des choses, c'est d'en commander un certain nombre. Ils en avaient commandé 27. Pour l'instant, ils en auraient reçu 14. Mais depuis un certain temps, on sait que l'Espagne a un message qui est « on en a trop ». Et on voudrait s'en débarrasser. On voudrait arrêter d'en commander, parce qu'ils n'ont plus de sous non plus, ça coûte cher. Et ils n'en ont pas les besoins. La question de l'invention de ce système de lutte contre les feux, est-ce que c'est pas une manière de dire, éventuellement avec les avions qu'on va avoir en trop, est-ce qu'on pourrait pas faire du feu de forêt? Il y a eu des cas comme ça dans l'histoire, et le cas du Transal, par exemple, autre avion de transport militaire, c'est l'Allemagne qui avait déclenché la transformation, l'équipement des Transal avec une soute pareil, amovible de largage par la rampe arrière, parce qu'ils avaient eu un besoin ponctuel, qu'ils s'étaient dit il faut qu'on s'équipe, ils s'étaient équipés, et puis finalement ils n'avaient pas tant de besoin que ça, donc l'histoire a dérivé et c'est parti ailleurs, mais voilà, il y a un besoin, il y a des moyens, et on voit ce que l'histoire donne. Pour en revenir à l'expérimentation, donc oui, on a eu l'information donc à Bordeaux de façon non officielle. On a eu aussi l'information là quasiment officielle de ce ne sera pas ouvert à la presse, donc Fred compte pas trop. Bon, j'ai fait une demande quand même, j'ai dit je suis au courant, je sais que c'est pas ouvert à la presse, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de glisser un œil quand même? Je ne suis pas le plus grand fan du système, mais mon argumentation est, moi j'ai mes a priori, à Airbus de les faire tomber, donc de me montrer le système, enfin de montrer à la presse le système de façon très, très claire avec un discours qui soit cohérent, histoire de nous convaincre. Moi je n'ai pas, depuis 25 ans que j'étudie les bombardés d'eau, j'ai vu des concepts réussir, des concepts se planter, et moi-même, sur un certain nombre d'entre eux, j'ai eu des a priori qui sont tombés, et j'ai vite changé d'avis. Donc moi, sur l'histoire de la 400M, aujourd'hui, je suis assez critique, mais je demande qu'une chose, c'est de me convaincre du contraire. Mais pour me convaincre, il faut me montrer l'engin, il faut le voir sur feu aussi, éventuellement. Donc l'expérimentation était connue, on savait qu'elle allait avoir lieu. L'information, évidemment, n'a pas été donnée officiellement ni par Airbus ni par la sécurité civile qui n'était pas impliquée. On a eu l'information donc par Flight Radar et aussi par les NOTAM. Vous en avez un à l'écran, il faut savoir le déchiffrer, mais en gros, ça veut dire
Nîmes, Arles, Camargue Airport, donc le code c'est LFTW, donc c'est 250423, donc le 23 avril 2025 à partir de 6h UTC, donc 8h local. Vous avez 6h, 6h50 ou alors 9h50, 10h40 pour le 23, donc ça en heure UTC vous rajoutez 2 heures, et pour le 24, etc., vous avez des tranches horaires qui sont affichées et avec une information qui est AD, donc l'aéroport, aérodrome, réservé pour un avion d'État en raison de vols expérimentaux de la 400M. Et ça, c'est une donnée publique. Elle est nécessaire parce que ça veut dire que pendant les créneaux où les NOTAM sont activés, aucun autre avion ne peut venir se poser à Nîmes, ni en décoller, en raison de la présence autour de l'aérodrome de la 400M pour ces expérimentations. Ça, c'est de l'information publique. À partir de ce moment-là, ayant eu la trace Flight Radar et les NOTAM qui sont tombés, j'ai pu écrire mon article sans avoir d'autres informations, si ce n'est un certain nombre de données qui m'ont été données par des sources. Le but de cette opération, le but de ces vols a été ce qu'on appelle le test des pots de yaourt, en anglais le cup grid. C'est simple, l'objectif est de déterminer la trace des largages. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de larguer sur une zone où on aura mis des tonnes et des tonnes de petites coupelles. On fait larguer dessus, chaque coupelle est identifiée, et on sait combien de centilitres de retardant ou d'eau est tombé dans chaque coupelle. Et chaque coupelle va donner comme ça une information d'une position et d'un remplissage à une position. Ça, c'est le test des pots de yaourt pour le 737 Fireliner, et c'est pour ce test-là, visiblement, que la 400M est venue à Nîmes, parce qu'à Nîmes, il y a une zone qui pouvait être préparée pour ça, une zone qui est gérée par le CEREN, c'est le centre d'essai et de recherche lié à l'entente Valabre, donc c'est l'entente interdépartementale pour la forêt méditerranéenne. Valabre, c'est un quartier de Gardanne où est installé ce qu'on appelle le centre de Valabre, qui est à la fois une école d'application pour la sécurité civile, mais aussi où on trouve le commandement de zone. Ancien CIRCOSC, oui, c'est le centre opérationnel de zone et un centre d'information pour la forêt. C'est surtout un centre de formation pour les officiers, enfin pour les agents de la sécurité civile, pour ceux qui passent les qualifications feu de forêt, donc les qualifications FDF. Valabre donc dispose d'un centre de recherche associé qui s'appelle donc le Centre d'essai et de recherche de l'entente Valabre, et donc il est dédié à l'évaluation et à l'expérimentation des outils et des moyens, des équipements et des process sur les risques majeurs. Le Centre de Valabre procède aux essais nécessaires pour l'application des moyens de prévention et de lutte contre le feu. Il élabore des programmes de recherche pour la mise au point et à l'optimisation de produits et de systèmes utilisés par les acteurs de sécurité civile. Ça veut dire que voilà, c'est un acteur scientifique qui permet de... son rôle, c'est de tester les retardants, mais il teste l'efficacité, il teste aussi les compositions pour savoir si c'est nocif pour l'environnement ou pas, il teste les vêtements, je pense, enfin les tenues de feu, les véhicules, et donc ils font des tests avec des avions. Et donc ils ont une zone à Nîmes qui se situe au nord des pistes. Par exemple, ça c'est un document qui est extrait d'une doc américaine et qui montre l'organisation d'une zone de test pour largage avec la concentration des coupelles et leur identification, ce qui permet après d'en tirer des informations graphiques importantes. Voilà, ici vous avez un extrait d'un livre qui a été publié dans les années 2000 qui s'appelle « Le guide d'emploi des moyens aériens ». Et ici, vous avez la fiche qui montre ce que donne le résultat d'un test des pots de yaourt appliqué. Là, vous avez un essai qui a été fait avec un C-130 Hercule en France au début des années 2000. Donc, je pense que c'est un des C-130 de chez TNG, donc ceux qui étaient équipés d'une soute RADS. Donc, ceux que Jérôme a piloté. Et vous avez le résultat d'un test de pot de yaourt. Vous avez la trace d'un largage avec au centre la concentration maximale et puis les concentrations annexes. Et là, vous avez ici l'efficacité maximale du largage, elle est là. Là, on est sur une concentration qui est à plus de 2,4 litres par mètre carré.
Et puis ça va en se réduisant, puisque sur la zone jaune, on tombe à 0,8 litres par mètre carré, et que là, on est dans une zone qui est tout juste humide. Pour information, ce largage-là est un largage demi-charge, level 6, c'est ce qui m'indique que c'est un largage RADS. Ça veut dire que la concentration du largage n'est pas maximale et la charge n'est pas maximale. C'est-à-dire que sur une soute RADS, on peut monter à 10 ou à 12 en level. Là, on est sur le niveau intermédiaire. Donc, on peut avoir sur des largages ventraux, sur des tankers lourds, des concentrations qui peuvent être le double de ce que vous avez là. Donc, c'est-à-dire approcher les 4 litres au mètre carré sur une surface qui est non négligeable. L'air mouillé, 8250 mètres carrés. L'air à 2,4 litres par mètre carré, on sait qu'elle fait 600 mètres carrés. Voilà. Et avec ça, on connaît la concentration du largage et donc on peut en déterminer une efficacité réelle. Et donc, si la 400M est venue à Nîmes, c'est pour faire une série de tests sur une grille pour permettre de déterminer la concentration maximale du liquide et la trace réelle de l'appareil. Ce qui veut dire, avec ça, on va savoir si la concentration de liquide larguée par la 400M est bonne ou pas, et sur quel genre de végétation ça peut fonctionner, donc quelle est la capacité réelle de l'appareil. Et c'est pour ça que c'est fait à Nîmes, parce que y a le CEREN qui gère ça. Alors pourquoi ça n'a pas été fait en Espagne, je ne sais pas. Est-ce que c'est une demande du CEREN suite à la lettre d'intention de la DGAC qui a dit écoutez, on signe une lettre, mais montrez-nous l'avion, on fait les tests, ou alors c'est Airbus qui a dit le CEREN, vous avez les capacités scientifiques de faire l'expérimentation, donc on vient faire la démonstration chez vous. J'ai pas la réponse. Ça fait partie des interrogations que j'ai, pour lequel j'aurai des réponses un jour ou l'autre, de toute façon, je n'en doute pas. Mais voilà, la question, c'est qui a demandé quoi. Et s'il y a eu autant de largage, quasiment une douzaine, c'est parce que il y a eu sans doute différentes altitudes, l'effet du vent. Il a fallu avoir des jours où le vent était de travers pour voir un petit peu ce que ça donnait, et ainsi de suite. Et comme ça, il y a chaque pot, chaque largage va faire l'objet d'une analyse précise. Et donc, on va avoir un dessin relativement précis de la trace du largage de la 400M, ce qui va permettre de discuter de choses sérieuses maintenant, puisque il y a des gens comme moi qui disent les déversements arrière ont une densité de largage qui est faible, mais quelque part, la densité réelle qui va être déterminée va peut-être permettre de dire à Airbus, sur de la végétation moyenne, ça peut marcher, ça peut être efficace. Sur de la végétation très épaisse, oui, non, peut-être. On aura des données fiables. Et c'est pour ça que c'était important que cette démonstration, non pas cette démonstration, mais cette expérimentation soit faite. Et c'est une expérimentation scientifique qui a été faite. Ce n'est pas de la com, ce n'est pas une démo. Et c'était surtout pas une démo pour la sécurité civile qui n'était pas du tout impliquée dans l'histoire et qui a même communiqué à la presse locale en disant « Nous, ça se passe sur l'aérodrome qu'on occupe aussi ». Ça s'est passé là. Vous avez ici une vue de la base de Nîmes-Garons, partie sud, avec les parkings de la sécurité civile, la base qui est là, le Pélicandrome qui est là, et la zone de largage était dans ce secteur-là. C'est là qu'ils ont installé les coupelles. Et donc, quand l'avion a fait ses largages, oui, il passait près de la piste. Donc, c'est évident qu'à ce moment-là, on ne fait pas décoller un autre avion. C'est tout. Et l'avion n'a pas été ravitaillé au Pélicandrome, mais par camion sur la zone qui se situe ici, qui est juste à côté de la tour de contrôle. Pourquoi il n'est pas passé au Pélicandrome ? Pour ceux qui connaissent Nîmes, autour du Pélicandrome, vous avez des grands pylônes qui servent pour l'éclairage. Et là, l'envergure de la 400M ne lui permet sans doute pas de passer là, de rentrer sur le Pélicandrome. Et je ne suis pas sûr que les pas de remplissage soient compatibles avec un avion aussi lourd. Ça, c'est une simple supposition de ma part. Mais en tout cas, je sais qu'au niveau de l'envergure, il ne passe pas. Et c'est aussi une des preuves que la sécurité civile n'était pas plus impliquée que ça, parce que je pense que sinon, on aurait peut-être fait un effort. Voilà, la situation, elle s'est faite là. Et donc, l'avion était visible sur Flight Radar. Alors ça, c'est une capture ADS-B Exchange du premier vol.
Donc du premier largage qui a été fait à l'eau, pour des raisons, juste pour valider le truc. Donc l'avion c'est pas beaucoup éloigné de l'aérodrome, mais sur toutes les traces c'est la même chose. Là c'est le premier largage, il a fait plusieurs tours, donc il a pris des repères, mais après les vols ont été très courts, quasiment 15 minutes à chaque fois. L'avion a décollé, quel que soit le sens de la piste, a fait ses petits tours par le sud ou par le nord, ça je sais pas trop. Et puis il fait un premier passage de reconnaissance et un deuxième passage pour le largage. Et ça a été le schéma pour tous les vols qu'il y a eu de la 400M à Nîmes. C'était vraiment des vols dédiés à cette expérimentation-là uniquement. Et une des informations que nous donne Flight Radar, c'est que les largages se font à une vitesse qui est aux alentours de 125 nœuds ground speed, donc vu la proximité du sol, altitude barométrique 150 pieds. Voilà, 150 pieds, 125 nœuds. C'est un peu ce qui était annoncé. Je pense que c'est à peu près la même vitesse que pour le largage du Dash 8. Et les altitudes, alors les altitudes, ça varie, mais ça largue souvent aux alentours de 100 pieds. Ça peut descendre plus. Là, 150 pieds, c'est une bonne hauteur pour du largage retardant. Un point qui est important, sur les avions qui largue du retardant, le largage très bas ne sert pas à grand chose. Enfin, si le feu est vraiment à côté, il y a l'effet blast, ça, ok, c'est important, mais si vous voulez poser une barrière, c'est pas très grave si l'avion largue un petit peu plus haut, parce que le retardant a le temps d'avoir juste une vitesse verticale, donc de mieux couvrir la végétation. Sur les textes américains, qui sont des gros utilisateurs de retardant, il est marqué noir sur blanc. Il faut se faire les largages à une altitude suffisante pour que le retardant se déverse en pluie sur la zone à traiter. Donc le largage haut n'est pas un problème. Si on veut poser une barrière de retardant, si on veut utiliser le retardant pour taper très fort le feu, là effectivement il faut peut-être larguer un petit peu plus bas. En général, on constate que par exemple les Dash 8 larguent leur charge à des altitudes qui sont assez proches des largages des Canadair. Il y a des gens que ça interroge parce que le retardant gagne à être largué un tout petit peu plus haut que l'eau. C'est pas un problème. Est-ce que l'ensemble des largages pour avoir des données scientifiques correctes ne nécessitait pas des altitudes de largage constantes, donc 150 pieds systématiquement et 125 nœuds systématiquement? On note que là, c'est 124, mais bon, il y a des petites variations. Là, j'ai regardé sur la trace. Les vitesses sont très bien tenues sur l'avion. Alors, je pense qu'il a une automanette, mais sur ce genre de vol, c'est pas dit que ce soit intéressant de l'utiliser. Mais les variations de vitesse sont relativement faibles. On a des avions qui engagent le parcours, enfin la finale pour le largage à 125 nœuds, ça varie entre 124 et 126. Donc vraiment, la vitesse est très bien tenue. Donc de fait, les résultats scientifiques seront très corrects. Et ça, c'est une information qui est extrêmement intéressante. Du coup, nos amis spotters se sont donnés à cœur joie. Ça, c'est une photo d'Alex. Vraiment sympa. Merci Alex. Ça, c'est une photo d'Enzo, qui est la photo du premier largage à l'eau. Il devait y avoir des restes de retardant parce que l'eau est un petit peu rougie. C'est la photo que j'ai utilisée pour l'article. Et la dernière, superbe. Vraiment, là, les gars, ils se sont vraiment éclatés. Et là, c'est un début de largage. Alors, c'est intéressant de voir la forme du début du largage. On voit que la charge est quand même assez perturbée par l'écoulement de vent. Et donc, le principal reproche qu'on peut faire au système, c'est que l'avion doit maintenir une assiette positive assez importante pour son largage, puisque la charge s'écoule. Et s'il avait une charge ventrale, elle tomberait naturellement. Mais là, faut qu'elle glisse bien. C'est une délimitation de l'avion. Si vous regardez les photos d'intervention des DC-10 tankers aux États-Unis, vous avez des DC-10 qui prennent des pentes en descente incroyables et qui font leur largage en descente. Voilà, ça c'est quelque chose que la 400M ne pourra pas faire. Donc ça fait partie des deux défauts qu'on a notés sur ce système, c'est-à-dire le fait que la répartition du liquide sera forcément plus faible qu'un largage ventral, et puis surtout, c'est limitatif dans les mouvements de l'avion, puisqu'il ne pourra larguer qu'en assiette positive, donc ça veut dire terrain plat ou en légère montée maximum. Alors, tu vois rien? Non, parce que, regarde, toi, où sont placés les pilotes, le nez est court, tu as une bonne vue. Non, ça, c'est pas un problème. La vue sur la zone à larguer, ça, c'est pas un problème. En plus, c'est le moment où tu te prends les fumées. Bon, non, la vue, c'est pas... on va dire c'est très secondaire. Ça peut poser des problèmes sur certains avions qui peuvent avoir un nez un peu long, mais là, la 400M, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, la 400M, en tant que vecteur, si on doit parler de la 400M, de l'avion lui-même,
il n'y a pas de contre-indication au fait qu'il puisse être un bon bombardier d'eau. Parce que si on regarde les chiffres, c'est une, comment dire, c'est une bête de course. C'est un avion de... Les paramétrages sont extraordinaires. Je suis allé chercher les chiffres parce qu'en fait, la 401, je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas si bien que ça, mais on parle d'un avion qui a une charge utile opérationnelle qui va de 35 à 37 tonnes, un appareil qui fait 141 tonnes au décollage maximum, qui peut prendre 50 tonnes de carburant, qui a une vitesse opérationnelle de 300 nœuds, mais qui peut monter en croisière à 400 nœuds, Mach 0,7, et qui a 4700 km d'allonge maximum, 4700 milles nautiques d'allonge max, donc 8460 km. Ça, c'est les chiffres donnés par l'armée de l'air. Envergure 42 mètres, longueur 45, hauteur 14 mètres. Sa mania, il peut supporter 3G et il est autorisé jusqu'à 120 degrés de roulis à raison de 35 degrés par seconde. Sa vitesse d'approche est à 120 nœuds, donc le largage en 125 est tout à fait dans le domaine de vol. Et là, le chiffre intéressant, c'est qu'avec 30 tonnes de charge, l'appareil dispose d'une autonomie de 6 heures de vol, donc 3200 km. 30 tonnes. Ça veut dire qu'à 20 tonnes, l'avion, là, il est léger. Et c'est pas plus mal, parce qu'il y a un chiffre que j'ai pas réussi à trouver, c'est son ACN. L'ACN, c'est le chiffre qui donne l'abrasivité de l'avion sur les pistes. En gros, quand vous avez un avion lourd, avec peu de pneus, à quel moment il est vraiment, il abîme vraiment la piste et les chemins de roulement. Et donc l'ACN de l'Airbus, je ne l'ai pas trouvé. J'ai regardé un petit peu les ACN de certains avions à titre de comparaison. Et il faut que je les retrouve. Voilà, c'est ça. Le Dash 8, l'ACN est autour de 20. Ce sont des coefficients, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Mais il faut juste les comparer par rapport au PCN, qui est donc le taux de résistance de la piste ou du chemin de roulement. Autour de 20, vous avez le Dash 8, le Tracker, c'est autour de 10, le Hercule, c'est entre 30 et 40, l'Ilyushin 76, c'est 50, et par exemple, l'Antonov 225, son ACN était à plus de 125. Ça veut dire que lui, par exemple, pouvait être utilisé que sur des bétons très, très durs et bien préparés pour ça, bien prévus pour ça. J'ai pas trouvé l'ACN de la 400M, mais c'est un chiffre qui est hyper important parce que c'est ce qui va déterminer le fait qu'il puisse ou pas utiliser certains pélicandromes avec ou sans pleine charge. Puisque si son ACN est supérieur au PCN, bah, il va abîmer l'endroit. Il peut même casser le béton et s'y enfoncer, ce qui peut être un peu embêtant pour les opérations. Donc ça, c'est un chiffre aussi qui est important. Un autre chiffre qui est important, alors ça, malheureusement, j'ai pas de confirmation officielle, mais les chiffres qui sont donnés, c'est le coût à l'heure de vol. L'A400M, qui est un avion relativement cher, hein, il a, je crois, aux alentours de 150 millions de dollars pièces ou 150 millions d'euros d'après les chiffres que j'ai vus à droite et à gauche, donc c'est pas un avion qui est donné, et surtout il a une heure de vol à 35 000 euros l'heure. Pour emporter 20 tonnes c'est 2 Dash 8, 2 Dash 8 vous les faites voler, ça vous coûte 20 000 euros l'heure, puisque chaque Dash 8 a un coût horaire de 10 000 euros l'heure de vol. Donc on a un système qui emporte finalement pas tant que ça sur un avion qui coûte assez cher. Et donc, bon voilà, il y a un certain nombre d'interrogations, mais justement, là, l'expérimentation qui est faite à Nîmes est sans doute pensée pour aussi donner des chiffres, et puis pour recadrer un petit peu tout ça, et puis pour bien montrer qu'en fait, l'avion n'est pas pensé pour être un moyen d'intervention primaire, donc il n'est pas là pour remplacer les Dash, il n'est pas là pour remplacer les Canadair, il est là pour venir en renfort au cas où la situation deviendrait très difficile. Alors, j'ai vu que la 400 peut se poser sur une plage non préparée. Alors, non préparée, je ne sais pas. En tout cas, avant que l'avion se pose, il y a des gars qui sont allés sur le terrain, qui, comme pour les champs de course, qui sont allés avec un pénétrateur et qui ont regardé la densité du sable pour voir si l'avion se posait. Donc oui, s'il peut se poser sur une plage, on pense, enfin, c'est la conclusion auquel j'arrive, c'est que son ACN n'est pas forcément très important. C'est un train à bougie, il y a beaucoup de roues, donc la répartition des masses est plutôt pas mal. C'est un avion qui est donné effectivement pour pouvoir se poser sur des terrains mal préparés. Mais j'aimerais bien avoir le chiffre pour pouvoir comparer, vraiment. Voilà, parce que quitte à discuter, autant discuter avec des chiffres précis, tout simplement. Donc la 400M, on voit que c'est quand même un avion qui est quand même très puissant, cher, et puis
Ben oui, on a célébré les 10 ans de service des avions de l'armée de l'air donc en 2023. Donc c'est 12 ans de service. Aujourd'hui, il y a 24 A400M seulement dans l'armée de l'air. Livraison du 25e cette année pour un objectif en 2035 d'au moins 35 avions et visiblement les différents ministres de la Défense qui se sont succédés ces derniers temps poussent pour qu'on en ait 37, 38. Ce qui est quand même beaucoup moins que les 50 de la commande initiale, mais bon, les coûts de l'avion ont explosé, donc budget restreint et contraint, la commande s'est réduite. On a moins d'opérations extérieures, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que ça libérera de la disponibilité pour l'armée de l'air pour éventuellement venir en renfort de la sécurité civile en cas de saison très chaude comme en 2022? Ça c'est une autre question. Et là il faut regarder les chiffres très précis, mais on verra ça à la fin. Une constatation que je fais moi, c'est que là, les largages qu'on a sur les photos d'Alex et compagnie, d'Enzo, c'est que je vois une trace. Ok, c'est un épandage. Mais au retardant, je vois une densité qui est quand même plus satisfaisante, par exemple, que l'équivalent qui est le MAVS 2, utilisé sur les C-130 de l'US Air Force, par exemple, aux États-Unis. Là, vous avez un largage de MAVS 2, et on voit que la densité du largage, elle n'est pas géniale. Alors, je ne sais pas, comme c'est un système pressurisé, l'équipage du C-130 peut faire varier la pression, donc le débit. Je ne sais pas si c'est un largage débit max, mais si c'est un largage débit max, je le trouve pas super beau. En tout cas, par rapport à un largage de Dash 8, ça fait petit pipi, quoi. Voilà, vous avez un gros largage de Dash 8, d'un C130 RADS, vous avez une grosse masse de retardant qui tombe, ou alors si vous êtes en densité, vous avez une belle trace avec un beau largage. Là, ça fait pas génial. Si on compare cette image-là par rapport au largage expérimentaux de l'Airbus, je trouve le largage de l'Airbus pas si mauvais que ça. Sauf que là, le C130, comme c'est un largage pressurisé, lui, il peut faire des largages nez bas. Donc ça, c'est important pour opérer dans certains endroits où le relief est compliqué. Ça, c'est juste pour la rigolade. L'avion qui a été utilisé, donc, qui est un avion qui relève d'Airbus. Donc pour les gens qui se posaient la question, qui paye? Ce qui paye ces expérimentations, c'est Airbus qui fait ça sur ses fonds d'expérimentation. C'est l'avion qui leur appartient. C'est un avion que j'ai vu voler sans la soute, malheureusement, pendant les salons du Bourget. Alors là, c'est une photo du Bourget 2013, et ça, c'est le Bourget 2015. Et pour montrer que l'avion peut bouger, quand vous prenez un A400M au Bourget sous cet angle-là, c'est que l'avion peut bouger très fort. Et les démos des A400M, que ce soit au Bourget ou ceux du Tactical Display dans l'armée de l'air, montrent que l'avion bouge beaucoup. Donc les histoires de « Ah, il est trop gros, il n'ira pas dans le relief », on oublie tout de suite. L'avion, dans le relief, il passe... Ceux qui connaissent, ils ont vu passer les A400M dans le MacLoop au pays de Galles. La mania de la 400M, elle est incroyable. C'est un avion qui est puissant, il y a plus de 11 000 chevaux par moteur. Il va vite, les commandes de vol électrique marchent bien, l'avion est très intéressant à faire voler. Donc là-dessus, on oublie très vite. Ce qui est limitatif sur le système, c'est justement le principe du système qui est embarqué à bord. Donc le fait qu'il largue par la rampe arrière, efficacité moindre, et qui l'oblige l'avion à maintenir une assiette positive. Alors évidemment, à la suite de l'article et des publications des uns et des autres, comme d'habitude sur les réseaux sociaux, ça a été la foire au n'importe quoi. Ceci dit, dans le n'importe quoi, des fois, il y avait des questions extrêmement intéressantes, donc on va en prendre quelques-unes au pif, de remarques que j'ai lues et que je trouve intéressantes. Alors, le A400M, nouveau bombardier de produits retardants, ce serait parfait. Bravo si c'est le cas pour cet été. Alors, pour cet été, ce sera encore de l'expérimentation, parce que là, il y a eu 4 campagnes d'essai. Si elles ont été concluantes, il va rester à faire un essai sur feu. Mais ce ne sera qu'un essai. Et c'est une fois que l'essai sur feu sera validé que l'appareil pourra rentrer en service selon des modalités que pour l'instant on ne connaît pas. Donc pour cet été, non, on n'y compte pas, uniquement à titre expérimental. Ça ne verra jamais le jour, trop coûteux en heures de vol et maintenance, il se trompe de chemin. Trop coûteux en heures de vol et en maintenance, ça, on peut le supporter, dans le sens où on peut avoir des avions qui coûtent cher à exploiter pour ces missions-là, mais il faut que l'efficacité soit au rendez-vous. L'expérimentation qui a eu lieu à Nîmes doit déterminer si ça vaut le coup. Donc oui, le A400M est coûteux à l'heure de vol, mais c'est pas non plus un avion qui sera utilisé que pour ses missions de feu de forêt. Et en maintenance, c'est la maintenance de l'armée de l'air, donc c'est sur un budget global, donc c'est pas non plus délirant. Qu'une chose soit claire, en tout cas pour ce qui est du marché potentiel français, la sécurité civile n'achètera jamais d'A400M.
le système qu'on peut envisager, c'est l'armée de l'air pourrait disposer d'une soute ou deux stockée à Orléans. Et puis, saison 2022, ça explose de partout. On appelle les Canadair, Espagnols, Italiens à la rescousse. Et puis, l'armée de l'air a des A400M. On met la soute dedans. On arrive à Landiras, c'est plat. On met quelques barrières de retardant à 20 000 litres. Et ça donne le coup de main qu'il faut. Et ça, ce serait un concept. Le truc, c'est que pilote de bombardier d'eau, ça ne s'improvise pas. Il faut faire des heures de vol pour bien comprendre le feu. Je ne crois pas que les pilotes de l'armée de l'air aient beaucoup de temps à consacrer à une mission qu'ils ne feront sans doute peut-être jamais. C'est une question de rentabilité. On ne va pas former des pilotes pour des missions hypothétiques. Ils ont déjà leur vraie mission à eux, que ce soit le vol tactique ou la ligne, enfin, ou le vol IFR, etc. Un peu de manœuvre, le largage et forces spéciales. Enfin, ils ont déjà un certain nombre de missions sur lesquelles travailler et faire des heures de vol. Est-ce que les simus qu'ils utilisent beaucoup pour leur formation, notamment à Orléans, sont capables de simuler des passe-feux? Oui, sans doute, mais il y a quand même une aérologie particulière autour des feux qui fait que il faut s'y habituer. La solution que je vois, moi, si la France devait s'intéresser à ce truc-là et dire, l'armée de l'air, vous achetez une soute, et puis quand il y a besoin, vous venez nous donner un coup de main, il faudrait faire la même chose qu'aux États-Unis, c'est-à-dire que dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de former les pilotes, ou si ce n'est que faire une campagne par an pour quelques équipages sélectionnés qui seront d'astreinte pour ça sur leur base, en plus de leur mission habituelle, c'est d'utiliser un lead plane. C'est-à-dire que vous prenez les Beech de la sécurité civile, qui sont les avions parfaits pour cette mission-là, avec des pilotes qui souvent ont une expérience sur Canadair, donc qui connaissent bien les feux, et qui disent, écoute mon gars, t'occupes de rien, suis-moi, et je t'emmène faire ton largage. Là, ça pourrait marcher. Et je suis sûr que les pilotes de Beech de la sécurité civile seraient très fanats de faire des heures de vol comme ça en lead plane. Et pour moi, ce serait la solution la moins onéreuse pour pouvoir utiliser ce système-là de manière rationnelle, à condition que l'armée de l'air trouve le système suffisamment intéressant pour en acquérir un exemplaire. Et c'est pas parce que l'expérimentation s'est faite en France que c'est réellement le marché français qui est visé, même si on imagine qu'il n'y a rien d'innocent. Mais il y a plein de pays qui utilisent la 400M, qui ont des problèmes de feux de forêt, et chez qui ça pourrait vraiment rendre des grands services. Alors, une réaction intéressante, que j'ai trouvée vraiment intéressante, que quand même beaucoup de questions restent à poser. C'est bien beau de faire les tests en avril, quid en plein juillet? Alors, les tests, ça sera forcément hors saison. Ou alors après, on fera un test en feu de forêt. Une fois que les tests hors saison, en situation calme seront faits, on ira sur feu et on fera un largage test sur feu en prenant toutes les précautions qu'il faut. Donc, quid en plein juillet, surveillant les grosses chaleurs, la fumée, les turbulences au-dessus du feu. Je pense que plus l'avion est lourd, moins il est sensible aux turbulences. La 400M pourra supporter ça très bien. La question, c'est effectivement ces turbulences et ce feu, comment il va agir sur la traînée de retardant. Et ça, il faudra faire des expérimentations sur feu, parce que c'est bien beau de faire le test des pots de yaourt, mais il y a un moment, il y a l'aérologie liée au feu qui va rentrer en ligne de compte, et ça, il faudra aller voir. Pour un avion qui n'a pas été conçu spécifiquement pour ça. Alors là, la réponse, elle est très simple. Aucun avion n'a été conçu pour faire du feu de forêt, à part le Canadair, et le Beriev 200 et la G600. Il y a eu 3 avions dans le monde qui ont été conçus pour faire du feu de forêt. Tous les autres sont des conversions d'avions conçus pour d'autres missions, que ce soit les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, des avions de ligne, 747, des C-10, Dash 8, des avions de patrouille maritime, le Tracker, etc. Donc ça, de toute façon, c'est une remarque, elle est assez courante, mais elle est vite évacuée. Vu la taille et la manœuvrabilité du machin, et surtout vu son prix, je mets ma main à couper que quand il va arriver, tous les autres appareils devront libérer l'espace aérien. Alors oui, ça, c'est pas une question de coût, c'est aussi une question de turbulence de sillage, par exemple. Sur les opérations aux États-Unis où le Boeing 747 était engagé pour des questions opérationnelles, il arrivait et il faisait son passage après tous les autres. C'est-à-dire que le lead plane et la SM qui tournent autour organisaient les largages en disant bon voilà, les trackers vous passez en premier, les DC-10 vous larguez en deuxième, et le 747 vous larguez en troisième, et on prend un top chrono, et pendant les 5 minutes qui suivent, à cause des turbulences de sillage, personne ne vient. Donc le 747 servait à boucher les trous des autres largages sur des barrières de retardant. Et ça ne posera aucun problème de faire la même chose avec la 400M.
allô, il y a la 400M qui arrive, il sera là dans 10 minutes. Ok, bon bah, les avions qui sont là, vous faites vos largages. Pendant que vous êtes en train de ravitailler sur le lac pour les Canadair ou au Pélicandrome pour les Dash 8, eh ben on fait larguer la 400M à ce moment-là, à l'endroit où ce sera le plus intéressant. C'est pas un problème et ça se gère très bien. Il faut juste avoir un officier aéro ou alors alors je sais plus que Bengale, Icar, enfin en gros le travail des biches de sang, de coordination des moyens. Et ça se passe nickel, chrome, crème. Pas sûr que la plus-value gagnée soit supérieure à 5-6 avions qui auraient pu larguer pendant ce temps-là et qui sont en attente vu que sa capacité n'est pas révolutionnaire non plus. Oui, mais un largage de 20 tonnes, ça... Il y a des endroits où ça peut servir. Donc voilà. Délai de rotation, le temps de le poser, de le remplir, de revenir, attendre que tout le monde ait libéré la place, tout ça pour larguer une fois toutes les 2 heures sur du plat. Alors, on va dire tout de suite non. L'avion est rapide. Il fait 20 tonnes, sachant qu'il faut 7-8 minutes sur un pélicandrome normal pour remplir un dash. Bah, il faudra tout juste le double pour remplir la 400M. Donc en gros, 12-13 minutes pour remplir la 400M. Pour peu que le feu soit pas très loin, bah, il fera très largement 2 largages à l'heure, 3 largages à l'heure, s'il y a besoin, mais c'est pas l'outil qu'on va utiliser de manière intensive. Pour ça, on a les Dash. On a les Dash 8. Donc ça va être pour du renfort ponctuel, pour boucher des trous à certains moments. Donc ça... C'est une utilisation au niveau opérationnel. L'utilisation de la 400M, on peut l'inclure dans le dispositif vraiment sans problème. Après, bah, il y a des affaires effectivement de coût à l'heure de vol et de disponibilité de l'avion. Et ça, c'est autre chose. Bon, bref, vu le prix, non, parce qu'en fait, les A400M, on les a achetés. Une soute, ça coûte pas cher. Je ne sais pas combien Airbus va proposer sa soute, mais une soute de bombardier d'eau, ça vaut $1 million. Après, il y a l'installation, tout ça. L'acquisition, elle n'est pas non plus délirante. Et c'est lui qui m'a fait le plus marrer. Les heures de vol qui les payent, bah, les heures de vol des A400M quand ils sont en expérimentation chez Airbus, c'est Airbus qui paye. Qui paye la casse et avec quels avions l'armée de l'air va faire sa mission, bah, ça c'est une vraie question, mais quand les Pumas de la LAT sont utilisés pour le plan Héphaïstos, il y a un régime de compensation qui est sans doute fait. Donc bah, on peut tout à fait imaginer qu'un avion de l'armée de l'air puisse apporter un renfort ponctuel sur une opération phosphorée parce que bah, à cet endroit-là, ça nécessite. Donc ça, c'est un faux problème. Alors, quel est l'intérêt de ce poste? Aucun. C'était juste pour présenter mon article. Alors, la réponse, la vraie, c'est bah aussi. Comme ça, je poste moi tous mes articles. Comme ça fait de la pub pour Aérobuzz. Et comme je suis payé par Aérobuzz, et bah, ça fait un cercle vicieux. Je suis juste là pour faire ma pub à moi et le pub pour mes articles. Et puis, de toute façon, vu le nombre de personnes qui ont vu mon article et qui ont vu mon post sur LinkedIn sur ce sujet-là, bah, je pense que si, honnêtement, ça intéresse du monde et je pense que mon post avait un certain intérêt. Mais bon, les vieux cons, j'ai l'habitude de les gérer, c'est pas un problème, mais ça fait toujours marrer de les voir. À Valabre, il y a cette fameuse plaque qui porte le nom de tous les gens qui sont morts en luttant contre des feux en France depuis les années, je crois, les années 60. Et moi, quand j'y suis passé, donc ça remonte, hein, ça fait 20 ans, c'était en 2005. Les derniers morts n'étaient pas encore inscrits puisque c'était les 3 pompiers de la Seine, si je me souviens bien. C'est 2005 ou 2003, je ne sais plus. Donc les deux derniers noms, c'est l'accident de 2004 en Corse de la Crane. Les 2 noms sont là. Puis il y avait le crash du Pélican 41 sur le lac de Sainte-Croix, Jean Beauvais et Jean-Pierre Lati. Qui étaient donc voilà, les 4 derniers morts sur la plaque. Au moment où j'y suis passé, c'était 4 aviateurs. Le Valabre est une création du sous-préfet Arrigui, qui est aussi à l'origine de la base de Marseille et de Nîmes, donc de la création de la branche des bombardiers d'eau français. Son nom n'est pas assez connu, il faudra le répéter encore et encore. Cet homme-là a beaucoup fait pour les forêts françaises et donc européennes. Il faudrait lui rendre un hommage un petit peu plus que lui donner le nom d'une base. Il faudrait que ça aille un petit peu plus loin. On parlait de disponibilité, c'est un point qui est très important. Pourquoi beaucoup de gens disaient, ouais, voilà, ça pourrait remplacer les Canadair parce que la dispo des Canadair est pourrie. Alors c'est sûr qu'en 2024, la dispo des Canadair fait beaucoup parler. J'ai pas encore les chiffres définitifs, mais je les attends avec impatience. Ça, c'est un extrait d'un rapport parlementaire sur la disponibilité des avions de la sécurité civile. Donc quand on parle de dispo, on parle pas de la dispo immédiate au jour le jour, on parle d'une disponibilité globale sur une année. C'est vrai que pour la sécurité civile, il faudrait avoir un chiffre qui sera la disponibilité sur la saison.
Mais sur les chiffres lissés sur une année civile, les chiffres pour les Canadair, les Dash et les Beechcraft, au moins jusqu'en 2022, étaient très bons. On a quand même une disponibilité en 2018 de 100%. 100% des Canadair, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu besoin des Canadair, il n'y a pas eu de refus. Et donc, on se retrouve avec une pente légèrement descendante, 2019, ça remonte en 2021-20, ça baisse un peu, mais ça reste quand même dans des taux très très acceptables. Et il y a une première chute en 2022, mais 2022 est une année très intense, donc il y a des avions qui sont restés sur le flanc. Je sais qu'il y a eu au moins un avion qui a raté toute la saison, donc ça a pu poser des problèmes pour l'organisation de certaines missions. Et donc en 2023... donc je l'ai tiré d'un autre rapport, la tenue d'alerte des avions de la sécurité civile en 2022 était de 87, il est remonté en 2023 à 89. L'objectif pour 2024 était de 98, on ne va pas se leurrer, je pense que l'objectif n'a pas été tenu, mais j'attends vraiment le chiffre final. Les Dash plutôt constants, hein, autour de 90%, plus ou moins, sachant que jusque-là, il n'y en avait que 2. Mais là, c'est jusqu'en 2022. 2022, il y en avait 7. Donc 87% avec 7 avions, c'est quand même pas dégueu. Et les Beechcraft, alors là, ça tenait aux alentours de 90%, avec une petite baisse en 2017, mais je sais c'est à ce moment-là que les avions sont passés en chantier, donc ils ont pu manquer. Par contre, je sais que pour 2023-2024, les chiffres sont moins bons. Mais les avions vieillissent et je sais qu'il y a eu des indisponibilités. Mais on est sur des chiffres qui restent quand même relativement élevés. Hein, on est aux alentours de 90% sur l'année. Alors évidemment, ça veut dire qu'il y a des jours en saison où on demande un avion et il n'est pas dispo. Mais il n'est pas dispo à l'instant T, mais ça se trouve, il sera dispo dans 2 heures ou dans 4 heures. Et c'est ça aussi qui est difficile à comprendre et difficile à obtenir comme data, c'est la dispo réelle en saison. Et si on compare par rapport à la 400M dans l'armée de l'air, en 2021, on est à 60%, et ça tombe à 54 en 2022, et à 73 donc en 2023, et là c'est un chiffre cible. Donc la disponibilité des avions de transport de l'armée de l'air n'est pas aussi bonne que la dispo des avions de la sécurité civile. Donc il faut se poser la question de savoir si c'est intéressant d'acquérir un outil pour l'armée de l'air, alors qu'ils ont une disponibilité qui n'est pas forcément extraordinaire non plus. Donc on dit la dispo des Canadair est pourrie, il faut des avions en plus. Ça peut s'entendre, mais il va falloir faire des choix. Or, s'il y a besoin de renforcer les moyens de la sécurité civile, Conair a plein de Dash 8 à modifier encore, et ils seront moins chers que les derniers qu'on a achetés. Ou alors, il y a des solutions comme la TR qui est... celui de Kepler, qui est en fait un gros tracker et un petit dash, et qui ne sera pas extrêmement cher à l'acquisition non plus. Et ça peut faire l'objet d'acquisition. Alors évidemment, une soute achetée par la sécurité civile, mise à dispo de l'armée de l'air, ce sera beaucoup moins cher, mais ce n'est pas forcément un moyen qui sera activé très souvent et qui aura une grande efficacité. On va terminer sur un point très simple. Mon sentiment, c'est que effectivement Airbus vise quand même la France comme client potentiel parce qu'il y a des besoins, c'est sûr. Et on a des CL415 qui vieillissent. On va fêter les 30 ans au mois d'octobre. Le successeur désigné, le DHC 515, est en cours de construction, au moins en ce qui concerne les avions qui sont commandés par l'Europe. Mais le renouvellement de la flotte existante, le top départ n'a pas encore été donné. Mais est-ce qu'il serait plus intéressant de passer par la 400M ou de renforcer les flottes existantes avec des avions de location ou avec des hélicoptères bombardiers d'eau? Ça, c'est une vraie question aussi. C'est une vraie direction stratégique qu'il faut adopter. Alors QDM France qui nous dit, ça c'est intéressant, la dispo dépend pas mal du spectre de la mission. On peut penser que les A400M de l'armée de l'air doivent être disponibles pour effectuer toute ou partie des missions qui leur sont assignées. Oui, mais ça veut dire que tu peux adapter le nombre de missions à ta disponibilité réelle. Quand tu sais que tu as la moitié de tes avions qui sont en maintenance, tu sais que tu vas pas pouvoir assurer toutes les missions qu'on te demande, donc tu vas faire un tri. Et tu vas dire, bah oui, les missions qu'on s'est fixées, on les a faites. Et tu les as faites sur une dispo de 50%. Alors, je sais pas trop comment ça se calcule, mais là, on est dans le cœur du problème. Après, voilà.
Donc, mon sentiment, c'est que la France, elle est visée. La sécurité civile n'est pas impliquée dans l'expérimentation. Ça s'est fait sur la base de Nîmes parce que le CERN a ses installations à cet endroit-là et que de toute façon, pour trouver du retardant, c'est quand même l'endroit le plus proche. En plus, avec le trafic environnant de Nîmes-Garon en temps normal, dans cette période-là d'avril, bloquer le trafic pendant 1 heure, c'est gérable. Faites ça à Marignane, vous allez voir les compagnies qui vont commencer à râler très très fort. Donc Nîmes, voilà, on peut le faire à Nîmes. C'est un bon endroit pour faire des expérimentations, il n'y a pas trop de trafic, et puis il y a de la place, et puis il n'y a pas trop de riverains, et tout va bien. Et puis il y a surtout l'endroit où on peut l'installer, et puis l'approvisionnement en retardant. Mon sentiment, donc, c'est que la France fait quand même partie des pays visés par Airbus, qui aimerait bien peut-être positionner le produit. Mais ils ne sont pas les seuls, parce que si on regarde les clients de la 400M, alors l'Allemagne, je dirais que non, comme client potentiel, non. Le Royaume-Uni, pas trop non plus, quoique, on ne sait jamais. L'Espagne, pourquoi pas. Et comme ça vient d'Espagne, moi je pense que c'est plus pensé pour une utilisation par l'armée de l'air espagnole. Le Luxembourg, non. La Turquie, oui. La Turquie pourrait avoir un intérêt parce que la Turquie a de gros problèmes de feux de forêt, une disponibilité de ses Canadair qui n'est pas géniale. D'ailleurs, visiblement, ils sont en train d'essayer de revendre leurs CL-215 qui ne sont plus en état de vol. Donc, bon, voilà. La Malaisie, oui, pourquoi pas. Alors, je ne connais pas très bien la situation des feux de forêt en Malaisie, mais je ne serais pas surpris qu'il puisse y avoir des besoins. Le Kazakhstan, aucune idée. Et l'Indonésie, qui a commandé des A400M, là, oui, je sais qu'il y a des gros problèmes de feux de forêt et que oui, un A400M qui, en saison, pourrait être équipé d'un kit de 20 tonnes, pourrait rendre de sérieux service dans cet environnement-là. Donc, je reste un peu sur ma position qui est de dire, bah, on va attendre les résultats de l'expérimentation. Ça reste quand même un outil qui n'est pas universel, qui est utilisable effectivement en renfort, qui peut être éventuellement intéressant en renfort, mais qui a quand même beaucoup de limitations. Donc on oublie tout de suite le discours, ça pourrait remplacer les Canadair. Non. Non. À la limite, si tu n'as pas assez de Canadair, tu loues des hélicos, mais et puis où tu commandes du DHC 515 ou du Frégate par Inaero ou toutes les autres startups. Mais la 400M, c'est vraiment comme le MAFS aux États-Unis, c'est un outil de renfort ponctuel qui se fera dans un cadre très précis. Un cadre aussi opérationnel auquel on avait pensé, c'est que Airbus pourrait très bien louer son avion ainsi équipé de la soute l'été, un pays qui a une situation un petit peu difficile. À louer Airbus, vous avez, c'est combien à l'heure de vol votre Airbus, c'est combien pour une intervention de 48 heures avec X largage. Et ça pourrait être un modèle économique qui pourrait être intéressant pour Airbus. On sait que Airbus dispose de filiales commerciales. Hein, l'exploitation des Beluga, par exemple, se fait par une filiale particulière. On pourrait très bien voir Airbus monter une filiale pour exploiter un avion bombardé d'eau disponible à la location pour les pays qui en auraient besoin ponctuellement, et que ce soit des pays européens ou autres. Donc ça, oui, ça pourrait être intéressant. Reste que je suis toujours assez critique sur les performances possibles théoriques du système qui nécessite une assiette positive, qui empêche l'avion d'évoluer dans certains environnements, et puis la répartition du liquide qui me semble quand même bien plus faible que d'autres systèmes. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'expérimentation de la 400M qui a eu lieu début avril, mi-avril à Nîmes. On espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, de voir la machine de près. Moi, j'invite les gens d'Airbus à organiser un jour une journée presse un peu sérieuse autour de l'avion. Pourquoi pas en faire la démonstration au Salon du Bourget? Après tout, il y a un A400M tous les ans. Donc pourquoi pas faire une démonstration de largage au Bourget? Moi, je serais très très content de voir ça. Et puis en termes de retour médiatique, ce serait extrêmement intéressant pour eux aussi. On va s'arrêter là pour ce soir et puis je vais vous souhaiter à tous un très bon week-end. On se voit la semaine prochaine. Écoutez, on verra ce que l'actualité nous donne comme information. Merci de votre fidélité, merci pour toutes les questions sur le chat. On se voit la semaine prochaine. Amusez-vous bien, à bientôt.